Votre bateau accoste sur l'une des plus petites îles des Canaries, au large de la côte nord-ouest de l'Afrique. Enfin, un peu de calme et de tranquillité. Cet endroit n'est pas aussi touristique que d'autres îles que vous avez visitées. Parmi les principales curiosités, on trouve une maison où Christophe Colomb a séjourné lors de son premier voyage transatlantique, ainsi que de nombreuses collines. Vous entendez le bruit des vagues et des oiseaux, mais qu'est-ce que c'est que ce sifflement lointain? Il est bientôt suivi d'un autre sifflement d'une tonalité différente. Votre guide vous explique qu'il ne s'agit pas d'adolescents qui s'amusent, mais de personnes qui s'emploient à préserver l'une des langues les plus étranges au monde. Il s'agit du silbo-gomero, qui n'est parlé que sur l'île de La Gomera. Et non, les habitants ne sont pas tous des chanteurs d'opéra ou des musiciens. Ce magnifique mode de communication est né d'une nécessité. Comme vous le voyez, le terrain de l'île de La Gomera est essentiellement constitué de collines et de ravins profonds. Imaginez que vous ayez un message important à transmettre à quelqu'un qui vit de l'autre côté du ravin. Vous devez monter, descendre, monter et descendre. Je suis un peu fatigué. Crier des phrases entières dans une langue normale ne vous mènera pas loin, à moins que vous n'ayez un équipement spécial. De plus, ce serait assez dérangeant. Alors pourquoi ne pas essayer de siffler votre message et, ainsi, de lui faire parcourir plusieurs kilomètres à vol d'oiseau? C'est probablement ce que se sont dit les habitants de la région lorsqu'ils ont décidé d'utiliser un son perçant porté par le vent pour de se faire part des événements importants, pour faire du commerce et s'avertir de l'approche d'un danger. Cette langue existe depuis plusieurs siècles, mais personne ne sait exactement qui l'a inventée, ni quand. Nous savons seulement que les premiers colons européens ont posé le pied sur cette terre au XVe siècle et que le silbo-gomero existait déjà à l'époque. La population locale d'Afrique du Nord utilisait à l'origine des sifflets pour communiquer. Et il ne s'agissait pas d'un simple charabia musical. Les sifflets reproduisaient leur langue composée de mots. Les Espagnols ont ensuite adapté cette langue sifflée à la leur. Ainsi, le silbo-gomero que vous pouvez apprendre aujourd'hui utilise 6 types de sons. 2 des sifflements représentent les 5 voyelles de la langue espagnole, et les autres remplacent les 22 consonnes. Tout ce que les siffleurs doivent faire, c'est allonger ou raccourcir les sons pour imiter les mots réels. Et la langue compte désormais plus de 4000 mots. Les locuteurs, ou plutôt les siffleurs, les plus compétents, utilisent différentes méthodes pour produire des sons et savent reconnaître les gens à leur accent. Mais pour être plus clair, la plupart des siffleurs commencent par se présenter et par nommer le destinataire de leur message. Lorsque le destinataire comprend le message, il répond par un sifflement qui signifie « bueno bueno ». Dans les années 1950, le silbo-gomero était si populaire sur l'île que les siffleurs devaient faire la queue pour délivrer leur message. Il s'agissait principalement d'agriculteurs qui avaient besoin d'échanger des instructions avec d'autres personnes. Au cours des décennies suivantes, la plupart des terres agricoles ont été abandonnées et de nombreux travailleurs sont partis, de sorte que la pratique du sifflement s'est un peu raréfiée. Dans les années 1990, avec le développement des nouveaux moyens de communication et la construction de nouvelles routes sur l'île, les autorités locales se sont inquiétées de l'avenir de cette langue unique. Elles l'ont ajoutée au programme de l'école primaire. En 2009, l'UNESCO a officiellement reconnu cette langue comme patrimoine culturel. Si vous êtes doué pour le sifflement, vous pourrez dire à vos amis que vous avez appris une nouvelle langue pendant votre voyage, en espérant qu'il n'y ait pas de vrais locuteurs de silbo-gomero dans les environs. Vous n'avez pas envie de siffler? Dans ce cas, vous apprécierez peut-être la langue des Pirains, qui se cachent au plus profond de la forêt amazonienne, au Brésil. Ces hommes vivent littéralement dans le présent. Ils ne créent pas de mythes. Seul ce qu'ils voient ici et maintenant est réel. C'est pourquoi ils n'inventent pas de phrases compliquées avec différents temps. Ils décrivent uniquement ce qu'ils savent et ce qu'ils voient. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que 8 consonnes et 3 voyelles. La mauvaise nouvelle, c'est que la langue est basée sur les tons et les accents. Il n'y a pas de mots pour les nombres. Il y a une petite quantité et une plus grande quantité. Les mots tout, chaque, chacun, la plupart ou peu n'existent pas non plus. Et si vous débutez dans cette langue, ne vous attendez pas à une leçon sur les couleurs. Il n'y a tout simplement pas de mots pour les désigner. Une tasse rouge n'est pas rouge, c'est la couleur d'une baie que tous les membres de la tribu connaissent. Les Pirains ne sont pas du genre à chipoter. Il n'y a donc pas de place pour les fioritures dans leur langue. Au lieu de dire « merci », ils s'offrent des cadeaux ou font quelque chose de gentil. Ils utilisent également des suffixes qui remplacent des phrases entières. Par exemple, au lieu de dire « je sais que ma voisine a ramassé la fleur parce que je l'ai vu le faire », ils n'utilisent qu'un suffixe qui signifie qu'ils ont la certitude de quelque chose parce qu'ils l'ont vu de leurs propres yeux. Ils aiment poser des questions directes telles que « où est la cabane ?» et y répondre sans mots supplémentaires « au bord de la rivière ». Cela vous semble trop compliqué?
Que diriez-vous d'une langue qui possède le plus petit alphabet de tous les temps, avec seulement 12 lettres et 11 sons? Les 4300 personnes environ qui forment la population d'une île située à l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée parlent le rotokas. Doté d'un alphabet plutôt limité, le rotokas a aussi une structure syntaxique assez régulière. Les adjectifs et les pronoms viennent avant les noms qu'ils modifient. En Afrique du Sud, 7 millions de personnes communiquent en langue xhosa. Il s'agit d'une langue basée sur 3 types de clics, et le seul moyen de sentir la différence entre les mots est d'utiliser un système de tons. Si vous souhaitez maîtriser cette langue, prévoyez de séjourner ici pendant un certain temps. On ne peut pas dire que l'aymara soit une langue rare, étant donné qu'elle compte environ 2 millions de locuteurs et qu'elle est l'une des langues officielles de la Bolivie et du Pérou. Mais elle mérite sans aucun doute d'être qualifiée de langue super originale en raison de son système de temps. Le futur est perçu comme quelque chose qui se trouve derrière soi, et non devant soi comme nous en avons l'habitude. Comme c'est quelque chose dont nous ne savons rien et que nous ne pouvons pas voir, le futur est derrière nous. Je sais, je n'y comprends rien non plus. Quoi qu'il en soit, une autre chose intéressante est que les noms n'ont pas de genre. Et nous devons remercier l'aymara pour le mot alpaga, et oui. Le tuyuka est beaucoup moins répandu, avec seulement 1 millier de locuteurs vivant au Brésil et en Colombie. Cette langue compte plus d'une centaine de genres pour les mots. C'est aussi l'une de ces langues où les morphèmes s'empilent pour former des mots super longs qui remplacent des phrases entières. Voici à quoi ressemblerait la phrase « Je ne sais pas écrire » en tuyuka. Ne me demandez pas, je ne vais pas vous lire ce mot. C'est au-dessus de mes compétences. J'ai besoin d'une aspirine. Je commence à avoir mal à la tête à cause de toute cette diversité linguistique. Pourquoi ne pas inventer une langue simple que tous les peuples du monde pourraient étudier et qui ne nécessiterait plus jamais le recours à un traducteur? Lorsque j'obtiendrai un prix Nobel pour mon idée, Oh mais attendez, bien sûr, quelqu'un a déjà eu cette idée. Un ophtalmologue polonais a créé l'espéranto en 1887. C'est la langue artificielle la plus aboutie à ce jour, avec plus de 100 000 locuteurs. Si vous avez de l'expérience avec les langues européennes, principalement le français, l'italien, l'espagnol, le roumain, l'anglais, l'allemand et, bien sûr, le polonais, langue maternelle du créateur de cette langue, vous ne devriez avoir aucune difficulté à comprendre l'espéranto. L'espéranto tire ses racines de ces langues et utilise une règle très simple. Vous épelez les mots de la même manière que vous les prononcez. Vous reconnaîtrez facilement les différentes parties du discours à leur terminaison. Les noms, par exemple, n'ont pas de genre et se terminent par « o ». Les verbes n'ont qu'une seule forme pour chaque temps ou mode. Je vais, ils vont, il ou elle va, il y a une seule forme verbale pour tout cela. Il existe toute une série de suffixes que vous pouvez ajouter aux racines des mots pour en modifier le sens. Mais voici ce que je préfère. Il y a 16 règles et pas une seule exception. Ça aurait pu m'aider quand j'étais au lycée.